Je portais des escarpins noirs que je n'avais pas portés depuis l'enterrement de la mère de ma belle-fille, et mes pieds criaient déjà de douleur. Le cimetière en fin février est le lieu le plus cruel sur terre. Il fait froid, c'est mouillé, et le vent te traverse comme si tu n'étais rien que du regret. Je me souviens avoir pensé cela en me tenant au-dessus de la tombe de Christophe, regardant ce cercueil en acajou être abaissé dans le sol. 39 ans. J'avais été mariée à Christophe pendant 39 ans. C'était un menuisier, le genre d'homme qui pouvait fabriquer n'importe quoi avec ses mains. Des armoires de cuisine qui te faisaient chanter le cœur, des terrasses qui dureraient 20 ans au soleil. Il pouvait regarder un morceau de bois et voir ce qu'il voulait devenir. C'était Christophe. Et maintenant, il était parti. Et j'étais censée me tenir là et l'accepter. Je m'appelle Daniel au passage, Daniel Morel. J'ai 66 ans maintenant, mais ce jour-là, je me sentais ancienne. Le service funéraire avait été ce matin-là à l'église Saint-François, où Christophe et moi nous étions mariés tous ces années auparavant. Nos 2 fils étaient là. Laurent, mon aîné, 42 ans, Jean, 39 ans. Ils avaient tous deux l'air dévastés, tous deux vêtus de costumes coûteux, tous deux se tenant près de leur mère comme s'ils me retenaient. Ce qu'ils faisaient en fait, physiquement. L'histoire que les médecins nous avaient racontée était que Christophe avait une crise cardiaque massive 3 jours avant l'enterrement. Il avait été trouvé par notre voisin, Édouard, dans le garage, simplement effondré. Les ambulanciers ont dit que c'était soudain, catastrophique. Aucun signe d'avertissement, aucune chance de le sauver. À 68 ans, ont-ils dit, cela arrive. Des gars comme Christophe, ils travaillent trop fort, ne prennent pas assez de repos, ne s'occupent pas d'eux-mêmes comme ils le devraient. J'y ai cru. Je n'avais aucune raison de ne pas y croire. J'avais toutes les raisons de croire que le chagrin de mes fils était réel. Mais ensuite, au cimetière, comme le prêtre disait ces paroles, celles que tout le monde entend et que personne n'écoute vraiment, mon téléphone a vibré dans ma poche de manteau. J'ai presque l'ignoré. C'est ce que tu dois faire à un enterrement. Mais quelque chose m'a poussé à le sortir. Le message était d'un numéro inconnu. Il disait « Daniel, ne sois pas alarmé, je suis vivant. Je ne suis pas dans ce cercueil. Ne fais pas confiance à tes enfants. Cherche Pascal Lefebvre. Il a tout. » Mes mains se sont mises à trembler tellement que j'ai presque laissé tomber le téléphone dans la tombe. Je me souviens de Laurent me touchant le bras, me demandant si j'allais bien. Je me souviens d'avoir menti et dit « oui », juste un étourdissement. Je me souviens de m'être tenue là pendant qu'il pélait la terre sur ce cercueil. Et j'étais sûre. Christophe était-il vraiment dedans? Venais-je de regarder mon mari se faire enterrer? Ou ce message était-il réel? C'était possible? La partie rationnelle de mon esprit criait que c'était impossible. Les gens ne reviennent pas d'entre les morts. Les cercueils ne changent pas. Les crises cardiaques sont des crises cardiaques. Mais les mains de Christophe. Je ne cessais de penser aux mains de Christophe. Il avait les mains les plus fortes. Il pouvait réparer n'importe quoi. Cette nuit-là, seule dans la maison pour la première fois en 39 ans, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Je suis allée dans le bureau de Christophe. On avait des finances séparées. Il insistait là-dessus, disait que c'était plus propre. Et je fouillais rarement dans ses documents personnels. Mais je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce message texte. Ce que j'ai trouvé était un dossier marqué « privé » caché au fond du tiroir inférieur. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des dizaines d'eux,
de quelqu'un nommé Pascal Lefebvre. Les dates remontaient 6 mois. Les montants variaient entre 1000 et 4000 euros. Avec les reçus se trouvait une note manuscrite en l'écriture familière et soignée de Christophe. Elle disait « Pour Daniel, si tu lis ceci, je suis soit mort, soit en fuite. De toute façon, tu dois trouver Pascal Lefebvre. Appelle-le à ce numéro. Dis-lui que tu as le dossier. Il saura quoi faire. » Mes mains tremblaient encore. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans la cuisine avec une tasse de café qui refroidissait, fixant ce numéro de téléphone. Me demandant si j'étais folle. Me demandant si le chagrin te rend susceptible aux canulars élaborés. Me demandant si mon mari de 39 ans menait une vie secrète dont je ne savais rien. À 6 heures du matin, j'ai appelé. La voix de Pascal Lefebvre était exactement ce qu'on attend d'un enquêteur privé. Mesuré, professionnel, comme s'il avait entendu chaque histoire impossible du monde et c'était juste un autre mardi. Quand je lui ai dit qui j'étais, il a dit « Dieu merci. Christophe a dit que tu pourrais appeler. Je dois te voir aujourd'hui, quelque part en public. Quelque part de sûr. » On s'est rencontrés dans un café sur la route. Le genre d'endroit avec des chaises rouges et un café qui ressemble comme s'il avait été assis dans une cafetière depuis 1987. Pascal était dans ses 60 ans, gris aux tempes et des yeux fatigués. Il a commandé un café et m'a regardé longtemps avant de parler. « Ton mari est venu me voir il y a 6 mois. » a-t-il dit. Il avait entendu Laurent et Jean discuter de la police d'assurance-vie de Christophe dans ton garage. Il essayait de construire quelque chose, des étagères ou de la menuiserie. Je ne me souviens pas exactement. Il ne savait pas qu'il était là. Il les a entendus parler de ce qu'ils obtiendraient quand il serait mort. Combien c'était, ce qu'ils feraient avec. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. Ma voix semblait très éloignée. « Je parle de tes fils prévoyant de te tuer, » a dit Pascal. « Mais avant qu'ils te tuent, ils ont tué ton mari. 3 jours avant l'enterrement, dans ce garage. Ils l'ont empoisonné avec du antigel dans son jus d'orange du matin. Ils l'ont fait ressembler à une crise cardiaque. L'examinateur médical n'a trouvé rien d'anormal parce que personne ne cherchait du poison. Pourquoi aurait-il? Il n'y avait aucune raison de soupçonner un acte criminel. Je ne me souviens pas de m'être levée, mais je dois l'avoir fait, parce que la serveuse est venue me demander si j'allais bien. J'allais mal. J'étais dans un café sur la route, apprenant que toute ma vie était un mensonge, que les enfants que j'avais élevés et aimés avaient assassiné leur père et qu'ils prévoyaient de m'assassiner. J'ai placé des appareils d'écoute, a continué Pascal doucement, dans ta maison, dans leur voiture, dans le garage. J'ai des enregistrements, Daniel. Je les entends discuter comment ils le feraient. Comment ils feraient ressembler à ta démence qui s'aggravait, que tu avais confondu tes médicaments. Ils avaient tout prévu. Cela devait se produire le 15 mars. Ils venaient chez toi pour le dîner. Aujourd'hui était le 28 février. Christophe le savait, a dit Pascal. Environ une semaine avant qu'ils exécutent leur plan, je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Il a décidé de disparaître. Il a organisé sa propre mort avec l'aide de quelqu'un en qui il avait confiance. Un voisin, Édouard Leclerc. Édouard était perdu quant à quoi faire, alors il a aidé Christophe. Maintenant, Christophe est en protection des témoins au Canada sous un autre nom, attendant de témoigner. Et toi, tu dois décider ce que tu veux faire. Je me souviens d'avoir demandé si Christophe était vivant. Je me souviens de Pascal disant oui, très vivant. Je me souviens d'avoir commencé à pleurer,
ces sanglots profonds et convulsifs qui provenaient de quelque part dans ma poitrine que je ne savais pas exister. « Ton mari t'aimait », a dit Pascal. C'était la chose qui me brisait complètement. Il a été absolument misérable sans toi, mais il t'aime. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit, ai-je demandé. Pourquoi ne m'a-t-il pas juste dit ce qu'il avait entendu? Parce qu'il savait que tu ne le croirais pas, a dit Pascal. Je sais ça. Parce qu'il voulait te protéger, parce qu'il avait peur pour ta vie. Le reste s'est déroulé comme un cauchemar dont tu ne peux pas te réveiller. Pascal était allé au FBI avec ses preuves. Le voisin, Édouard, il s'est avéré être à la retraite du FBI. Il avait connu Édouard, était plus qu'il n'y paraît. Quelque chose que Christophe avait reconnu d'une conversation des années auparavant, quand Christophe avait tiré le fils d'Édouard du lac où il était tombé à travers la glace. C'était il y a 25 ans. Christophe avait sauvé la vie de ce garçon, et 25 ans plus tard, Édouard remboursa cette dette en aidant Christophe à sauver sa propre vie. Laurent et Jean ont été arrêtés le 4 mars. Ils venaient à la maison ce soir-là pour ce qu'ils appelaient un « contrôle sur leur mère ». Ils avaient les médicaments avec eux. Ils avaient le plan complètement élaboré. Ils avaient déjà essayé d'identifier un établissement d'aide à la vie autonome où ils pouvaient me mettre, un qu'un ami gérait, pour contrôler tout une fois qu'ils avaient établi que j'avais la démence. L'enquête a révélé que l'antigel avait été parfaitement dosé, soigneusement administré dans le jus d'orange du matin de Christophe, chaque jour pendant 3 jours, jusqu'à ce que son système cède simplement. Une crise cardiaque provoquée par un empoisonnement délibéré et méthodique. La police d'assurance vie sur Christophe était de 4,8 millions d'euros. Il y avait une autre police sur moi pour 3,6 millions d'euros. Ils auraient tout obtenu. Laurent et Jean purgent maintenant une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Je suis allée au procès. Je me suis assise dans la salle d'audience et j'ai regardé les visages de mes fils alors que les preuves se révélaient. Je les ai regardés réaliser que leur père les avait surpassés, qu'il avait été trop prudent, trop intelligent, trop aimant pour laisser ses propres enfants s'en tirer avec sa mort et mon meurtre. Christophe est venu à la maison 6 mois plus tard, après la conclusion du procès. On s'est assis sur le porche arrière un soir d'été et il a tenu ma main comme si elle était le seul lien qui l'empêcherait de la perdre. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il avait pris des décisions sans moi, qu'il aurait dû me faire confiance pour m'aider à déterminer ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que j'aurais fait la même chose si j'avais entendu. Je lui ai dit que je l'aimais. Et je le pensais plus que je n'avais jamais pensé quoi que ce soit dans ma vie. On n'a pas dépensé l'argent sur nous-mêmes. Christophe et moi avons parlé pendant longtemps, et nous avons décidé que l'argent d'assurance vie, l'argent qui représentait le mépris et la cupidité de nos propres fils, devait aller quelque part où il pouvait aider d'autres gens. On a établi la Fondation Morel pour les familles détruites par la trahison domestique. Elle aide les gens dont les proches les ont blessés, les aidant à reconstruire leur vie, payant pour la thérapie et la relocalisation et les nouveaux départs. Christophe est mort l'année dernière, une vraie crise cardiaque cette fois, comme ce vieux mensonge l'avait dit. Mais il a eu 17 années de plus avec moi, 17 ans de matins et de soirs et de tous les petits moments précieux qui forment une vie. 17 ans qu'il n'aurait pas dû avoir, mais qu'il a eu parce qu'il était assez intelligent pour écouter son instinct et assez courageux pour protéger la femme qu'il aimait. Je suis seule maintenant, dans la maison qu'il a construite. Je vois ses empreintes digitales sur tout, les armoires de cuisine, la terrasse dehors, les bibliothèques dans la chambre à coucher.
Je me souviens de ses mains. Je me souviens de la façon dont il m'a regardée quand il rentrait à la maison, comme si j'étais la chose qu'il avait été en train de construire toute sa vie. Et parfois je pense à ce jour au cimetière, quand je me sentais comme si le monde avait fini, quand je me tenais au-dessus de ce que je pensais être la tombe de tout mon avenir, quand je pensais que la perte était tout ce qu'il m'avait laissé. Je me trompais. Ce qu'il m'avait laissé était la vérité. Et la vérité, aussi terrible qu'elle soit, m'a donné 17 années de plus avec l'homme que j'aimais. Certaines personnes ne l'obtiennent pas. Certaines gens perdent leurs proches et ils restent perdus pour toujours. Alors je ne me plains pas plus. Je garde sa mémoire et j'aide les gens dont les familles les ont trahis. Et je dis un merci tranquille à un homme nommé Pascal Lefebvre et à un voisin nommé Édouard Leclerc et à l'univers qui a gardé Christophe vivant assez longtemps pour nous sauver tous les deux. Mon nom est Daniel Morel. J'ai 66 ans et j'apprends encore que les gens que nous aimons sont parfois plus courageux que nous ne leur en donnons le crédit. Et parfois, juste parfois, il y a une deuxième chance qui attend dans l'obscurité.